Bonjour, donc à la différence d'Erwan, je ne suis pas breton, mais je suis normand, et je salue les Normands de la salle, et je tiens à dire qu'il n'y a pas de train entre Caen et Rennes aujourd'hui, donc c'est Blablacar pour moi. Par ailleurs, donc ravi d'être parmi vous sur cette table ronde qui pour moi a le mérite de poser l'essentiel. Comment est-ce qu'on peut faire finalement face à l'extrême droite ? Il y a trois grands principes. Principe de solidarité, c'est-à-dire qu'on n'abandonne pas les copains quand ils se font agresser par l'extrême droite. Il faut être soutenant, ce n'est pas toujours le cas. Principe de vigilance, ça a été dit tout à l'heure par Edoui Plenel, c'est l'œil, ok, mais l'œil, c'est mettre en lumière l'extrême droite, y compris lorsqu'elle cherche à se cacher. Et acteurs et non spectateurs. C'est-à-dire que souvent, on peut se contenter d'être dans une posture de dénonciation, mais ça ne suffira pas pour empêcher ou faire face au risque d'arrivée de l'extrême droite dans un temps relativement proche. Maintenant, comment est-ce qu'on le traduit d'un point de vue politique ? C'est dans votre résolution, c'est dans les propos qu'on a pu entendre tout à l'heure, notamment des organisations syndicales. On essaie de préserver l'État social, qui est le premier des remparts qui, quand il se disloque, permet la montée de l'extrême droite. Malheureusement, et je suis très content qu'Erwan ait le courage d'être présent, depuis 7 ans, depuis 10 ans bientôt, on ne peut pas dire que la situation se soit fondamentalement améliorée dans ce qu'il y a de défense de l'État social. Il suffit de citer par exemple la casse du RSA. Vous avez encore un article dans Le Monde qui montre à quel point ça a des conséquences délétères. Il suffit d'évoquer la réforme des retraites, évidemment, ou un autre exemple qui a des conséquences réelles sur la vie d'êtres humains vivant en France, la loi immigration. J'ai lu d'ailleurs Erwan Balanant parce qu'il fait partie des 5 députés MoDem qui ont voté contre cette loi. Mais ce grand mouvement chrétien-démocrate, vous en avez 30 des députés MoDem qui, à la demande de François Bayrou, ont voté pour ce qui représente pour moi la bascule d'une forme de libéralisme économique et social, qui était le macronisme des origines, vers un libéralisme autoritaire et xénophobe, puisque c'est aussi ce que véhiculait cette loi, malheureusement. Et donc voilà, que cette famille chrétienne-démocrate est basculée avec, on va dire, une alliance avec Bruno Retailleau et le RN pour faire passer cette loi, a été pour moi un véritable traumatisme. Et j'ai eu du mal, pendant les mois qui ont suivi, à parler de nouveau, à me remettre à parler de nouveau à ceux qui doivent néanmoins être, sinon des alliés, enfin en tout cas je l'espère, et quand j'entends Erwan, je le souhaite, mais je me dis qu'on ne pourra pas seul à gauche faire front si on regarde simplement d'un point de vue pragmatique la tripolarisation de la vie politique. Si demain, on doit gagner, et on doit gagner la présidentielle, évidemment qu'il faut chercher à rassembler le plus largement possible et à faire que la gauche, le camp auquel j'appartiens, soit en situation de se qualifier au second tour et derrière, en situation de l'emporter. Mais je ne crois pas, en tout cas, peut-être que je me trompe, que si nous l'emportons à la présidentielle, ce que je souhaite, nous serons en capacité, à nous tout seuls, d'avoir une majorité. Et donc, il faut aussi éviter de jeter les anathèmes dans l'ensemble de l'espace politique, mais à chercher à ramener justement ceux qui sont parfois perdus entre la retaillisation et la tentative d'appartenir, en tout cas au moins dans leur esprit, à un camp dit centriste ou progressiste, et de se dire que le véritable progressisme, il est à gauche. Alors, puisqu'il me reste 1 minute 20, je vous dirais que les combats que nous devons mener, puisqu'il y en a, et qui, à mon sens, sont fédérateurs et doivent dépasser le simple spectre de la gauche, peuvent être, en l'occurrence, la question de l'espace démocratique et numérique. Il y a, et je remercie vraiment la LDH de mener un combat à mener contre l'Empire Bolloré et l'Empire Stérin en Constitution. Ce combat-là, il ne faut pas le lâcher et il ne faut pas reculer face aux tentatives d'intimidation permanente qui viennent de leur camp et de citoyens qui deviennent eux-mêmes des harceleurs en puissance. Je salue aussi le travail que fait la LDH sur la question de la vigie du numérique. On avait eu des échanges l'an dernier avec Nathalie au moment de l'affaire Portmanov. C'est la question de la dignité humaine à l'ère numérique. Elle se pose aussi, et vous avez vraiment le mérite de la poser et d'avoir été les seuls à le faire à ce moment-là. Et donc, soutien à vous. Maintenant,
dans cette espèce de lutte anticoncentrationnaire face à ces empires qui se constituent de la tech et des médias, on doit évidemment, nous, démanteler tout ça et favoriser, et je crois qu'il y a là, et peut-être qu'il y a un consensus possible, en tout cas avec celles et ceux qui se disent qu'on ne peut pas laisser tout à l'extrême droite. Et donc je finirai en disant que ces combats-là, l'antiracisme, la lutte contre les oligarques de la tech et leurs projets technosolutionnistes, mais surtout xénophobes. On doit, et anti-humaniste, parce que le transhumanisme est pour moi un anti-humanisme. Eh bien, je crois que la LDH est au cœur et au carrefour de cet espace fédératif. Et tous les gens que vous rassemblez aujourd'hui, bien finalement, dans le lien qu'on peut faire entre espace politique et société civile, ça passe aussi par ce type de combat qui décentre le débat politique pour revenir à l'essentiel, la question de notre humanité commune. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup.